Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous allons donc parler de pression intracrânienne. Vous le savez déjà grâce à Dino et grâce à Didier qu'une élévation de la pression est un des phénomènes que nous cherchons à maîtriser en réa. Et comme Nino l'a dit, au cours de ces 12 mois, nous avons vu beaucoup d'évolutions dans les débats sur l'intérêt du traitement de la surélévation de la pression. Revenons à la physiologie. On comprendra facilement pourquoi le problème se pose. Le cerveau habite dans un volume clos. Nous avons des volumes clos qui peuvent modifier en fonction de l'âge du patient, en fonction du volume de LCR, en fonction de l'âge du patient. Ces volumes varient. Donc, ces trois éléments sont constamment en jeu. Et chaque fois que l'on fait varier l'un des paramètres, cela se retrouve au niveau du LCR. Alors, votre pression est actuellement entre 0 et 5, là où vous êtes. Donc, physiologiquement, cela ne pose pas de problème. Et la relation pression-volume est linéaire. De petites modifications du volume sont compensées par des modifications du LCR, pas de différence au niveau de la pression, même si vous vous mettez brusquement debout. Mais le problème se pose lorsque s'y ajoute un nouveau volume à l'intérieur de l'ensemble qui va provoquer une baisse du volume du LCR. Et par exemple, il était question tout à l'heure d'un hématome extradural avec des contusions. Cela crée un nouveau volume qui va provoquer un déplacement du LCR. Voici la tomo qui nous renseigne sur ce mécanisme consommateur. Dans la partie haute, on voit un scan normal. Dans la partie basse que voici, on voit que le mécanisme a fait son effet, ou comme dans ce cas-là, par exemple, on peut assister à un déplacement de la ligne médiane. Mais essentiellement, il s'agit d'un déplacement de liquide, LCR. Lorsque le LCR disparaît du scan, alors de petites modifications du volume peuvent produire de grosses modifications de la pression. Et c'est un problème que l'on trouve fréquemment en réa, car un patient présente avec un hématome, avec un survolume, un mécanisme qui s'installe déjà, et certains patients ont épuisé leur mécanisme compensatoire avant d'arriver en réa. Et pourquoi la surélévation de la pression nous inquiète-t-elle? Parce qu'elle produit un premier mouvement, produit un gradient de pression, puisqu'il y a un débit intracérébral réduit, et parce que une pression élevée peut tuer le patient. Donc, déplacement, disais-je, avec un gradient qui se crée après une lésion. Or, le cerveau cherche à rétablir l'équilibre des éléments à l'intérieur de cet espace clos en se dirigeant vers l'espace en se dirigeant plutôt vers le rachis, et il se produit en cascade une série de phénomènes de compression qui peuvent eux aussi tuer le patient. Didier a parlé de une pression élevée réduit le débit. Nous avons également des images en continu qui montrent un débit réduit. Voici un vieux cliché et on voit que l'élévation de la pression est associée à une réduction du débit. Si on ne peut pas maîtriser ce phénomène, cela peut fort bien conduire à la mort du patient.
Nous voulons améliorer la neuroprotection et comme le disait Nino, ces données de Mamaroudi montrent que si on passe 100% de son temps au-dessus de 20 mm de mercure, on a une forte probabilité d'en mourir. Si on est plutôt à l'équilibre, eh bien, une issue négative est moins probable. Nino a déjà présenté ce cliché, mais ce qu'il faut retenir, c'est que plus on passe de temps au-delà d'un seuil, en l'occurrence 20 mm de mercure, plus on y passe de temps et plus on renforce la probabilité d'une issue défavorable. Mais on ne va pas coller aux 20 mm. Et quelle est donc la probabilité de survie si on évolue de 10, 10, 15, 15, 20, voire supérieur à 30? Et on conçoit fort bien qu'une surélévation de la pression conduit à un volume augmenté et donc à une issue négative. Si on commence à raisonner en physiologie comme un médecin, on ne va on ne va pas commencer à traiter une tension artérielle à 70, 80, mais quand on passe de 30 à 110, là, on va commencer à s'inquiéter. Eh bien, jusqu'à ces derniers mois, on estimait qu'il y avait ce seuil de 20 mm et qu'il fallait réagir au-delà. Si on a un patient à 19, l'autre à 21, eh bien, l'un est traité, l'autre observé. Et un médecin réfléchit en termes physiologiques et pour un physiologiste, 19 et 21, c'est kiff-kiff. Donc, cette idée de seuil nous paraît désormais un peu idiote. Donc, comment faire? Il faut commencer par définir qui est à risque d'une élévation de la pression. Il faut ensuite décider du besoin de surveillance et ensuite surveiller et noter toutes les modifications. Si on pense à la voie possible, on voit qu'il y a beaucoup de dynamiques possibles, traumatisme, infection, séquelles chirurgicales. Par exemple, il y a de très nombreux mécanismes, l'œdème, où des changements de volume produisent des changements de la pression. Et si vous regardez la littérature, vous verrez que les preuves manquent sur la relation volume-pression. C'est un très vieux papier publié en 82 et qui dit que si l'on n'a pas de grosses lésions, alors probablement la pression reste faible. Si il y a lésion et s'il y a coma, eh bien, on a à 50 ou 60% de probabilité une élévation de la pression, car mécanisme compensatoire. Donc, la tomo est importante, très importante. Il ne faut jamais la négliger. Et à partir de là, viennent toutes les recommandations connues. Par exemple, coma plus scan positif, lésion masquée par exemple, eh bien, il faut commencer par mesurer la pression. L'hémorragie sous-arachnoïdienne par exemple, plus la lésion est grave, plus le risque de survolume existe, et plus le cas devient grave et plus la pression s'élève. Donc tout se tient. Et les cas graves, les hydrocéphalies par exemple, eh bien il faut traiter leur changement de volume et il faut surtout réfléchir à toute cette dynamique en jeu à l'intérieur de l'espace crânien. L'hémorragie intracérébrale produit beaucoup de handicaps, mais comparé à un malade qui se détériore, comparer les patients, comparer ensuite après coup les pressions intracrâniennes et on retrouve beaucoup de corrélations.
et l'issue est surtout ici tirée par l'hématome. Aux États-Unis, on estime que le monitorage est raisonnable en cas d'hypertension intracrânienne. Donc, on commence à mesurer les volumes dans ces conditions, mais ce n'est pas fait assez souvent. En cas d'insuffisance hépatique, par exemple, lorsqu'un débit sanguin accru par la barrière produit une élévation de la pression intracrânienne, eh bien, c'est la même chose. Donc, un problème se pose. Beaucoup de patients font un changement de volume. À nous de décider s'il faut installer ou non une surveillance. Et il faut pour chaque patient peser le pour et le contre. Car si le risque est banal, si le risque est trivial, si on installe quelque chose à l'extérieur du cerveau, thermomètre par exemple, et vous faites et vous relevez la pression, eh bien c'est simple. Mais si on veut installer un cathéter, cela peut avoir en soi des conséquences dont il faut évaluer la gravité. Et pour moi, je divise le monitorage en plusieurs catégories: clinique, non invasif et invasif. Et du vert au rouge par ordre croissant de coût. Et cela donne faible risque, surveillance clinique, cela suffira sans doute, et surveillance clinique veut dire évaluation du réflexe pupillaire et de la conscience, par exemple. Utilisez le score que vous voulez, mais il faut bien suivre l'évolution de la lésion, mais également en suivant la réactivité pupillaire, qui nous renseigne. Si on a un scan positif et nous avons également un trouble de la conscience ou un coma, à ce moment-là, le niveau de risque est différent. Nous parlions de l'insuffisance hépatique. Il y a un risque de saignement. Donc, probablement, il lui faut un monitorage non invasif. Nous avons déjà parlé du calcul du CPP avec un Doppler transcrânien. Mais regardez les longues séries. La précision du système à 25, 30, 35 est moins probant que nous ne le souhaiterions. C'est un bon indicateur, mais qui manque de précision en ce qui concerne la pression intracrânienne. Mais on peut utiliser autre chose, une échographie, par exemple, de la gaine du nerf optique. Mais on sait que l'expansion que l'agrandissement du diamètre est associé à une élévation de la pression. Sensibilité est supérieure à celle de la tomographie. Par exemple, vous avez un patient à risque, mais avec un risque élevé de saignement. À ce moment-là, il vaut mieux attendre et faire un monitorage non invasif. Mais prenez un exemple. Mais nous sommes pour le monitorage. Nous pensons que cela peut sauver des patients, mais le monitorage renvoie au traitement. La surveillance ne fait rien si on ne l'intègre pas à un plan de prise en charge. Il faut y réfléchir. Il y a toute une gamme de possibilités, ventilation, hyperventilation, parfois des phénomènes de paralysie, hypothermie, compression. J'adore la cuisine, mais en l'occurrence, ce n'est pas la bonne recette. Car, comme le dit Nino, des approches très différentes de par le monde donnent des résultats comparables. Par exemple, chaque centre fixe sa propre méthode. On commence par ce qui va être moins délétère pour le patient.
Et puis, lorsque la première intention échoue, on va passer à des mesures un peu plus importantes, etc. Et cela va aboutir à un monitorage multimodal. Mais je crois que la véritable conclusion, c'est que pratiquement tous les traités, tous les patients qui ont vu leur que tous nos patients ont vu leur surpression traitée et dans 80% des cas, nous avons dû passer au deuxième échelon thérapeutique. Mais si vous avez une PIC normale, vous pouvez quand même avoir un risque X de décès lié à la lésion primaire. Si vous avez une pression élevée mais réductible, mais si vous êtes capable de réduire le temps passé au-delà du seuil, vous resterez dans des valeurs raisonnables. Si vous perdez les pédales, si vous n'êtes pas en mesure de maîtriser la PIC, comme on le voit ici, c'est la colonne verte, eh bien, je crois que cela se passe de commentaires. Donc, une surréalisation de la PIC est un phénomène important, peu importe le moyen. Ici, le résultat sera négatif. Ce papier a été publié en 2012 dans le New England. Alors, que fait-il? Il randomise en Amérique latine des patients, car il ne s'agit pas de PIC. Et donc, la moitié, dans un groupe de monitorage de PIC, inférieur à 20 mm, comme critère, les autres par imagerie. Et le traitement a été mis en place en fonction des résultats d'un schéma. Il cherchait et il a constaté que le traitement guidé par PIC était supérieur. C'est illisible, mais le message est clair. Tout était défini. C'était très sérieux. Et de même, le groupe TOMO a été sérieusement contrôlé. Il y a eu beaucoup de traitements. Si l'état s'aggravait, on augmentait le traitement, renforçait et entre les deux scans, le traitement continuait. Un de nos problèmes, c'est l'issue de cette étude, une vingtaine de critères, c'est beaucoup. Hyper complexe. Et pourquoi est-ce que cela a été fait? Parce qu'on voulait un petit effectif dans chaque groupe, 150 pour chaque groupe, total 300. Donc, on augmente la sensibilité, entre guillemets, des items pour affiner les résultats. Résultat, l'issue primaire n'est pas différente, mais je vous invite à regarder la mortalité. 44 versus 39. Ce n'est pas significatif puisqu'il n'y a que 150 patients dans chaque groupe, mais c'est ce que l'on fait dans une étude neuroprotectrice. On cherche des écarts de 5%, mais c'est justement ce que l'on recherche. Et pour la mortalité, il y a donc un écart, mais qui n'est pas statistiquement significatif. D'après la communauté, cette étude ne documente rien, donc nous sommes allés à Seattle avec Randy, nous avons essayé de faire le point que voici. Cette étude compare deux protocoles de prise en charge du traitement des lésions cérébrales. Dans la cohorte qui utilise cet instrument, on ne constate pas de différence. Dans ce contexte, l'utilisation de cet instrument, qui n'est pas celui que j'utilise tous les jours, pas la mortalité, mais pas de différence. Mais ce qui est important, c'est que nous avons beaucoup appris, et notamment que nos méthodes, c'est-à-dire plus inférieure ou supérieure à 20, cette méthode est trop approximative. Il nous faut affiner, il nous faut trouver mieux.
L'étude a été fort bien menée. Sa validité externe est faible. On se pose des questions sur l'extrapolabilité de ces résultats et en raison également de l'effectif, nous avons pensé que l'on peut encore faire mieux. Et j'en arrive à ma conclusion. L'idée est simple. Nous apprenons beaucoup. Nous pouvons arriver à un résultat donné par des voies très différentes. Nino l'a bien montré, mais je crois qu'aujourd'hui, il nous faut réfléchir beaucoup à la PIC. Nous avions une méthode, une philosophie un peu simpliste. C'est un paramètre tout bête. C'est un paramètre qui existe depuis les années 60. Cela fait un demi-siècle maintenant. Et nous nous apercevons qu'il nous reste beaucoup à apprendre et beaucoup de choses à approfondir sur ce paramètre pour améliorer les issues, pas seulement par le jeu de la PIC.